J'ai parcouru son sol, ses fleuves, sur des milliers de lieues. Mes semelles même ont couvert plus de 8000 km de ce qu'on nomme des routes. Je n'attends plus beaucoup d'inconnus. Et cependant, au moment de quitter cette Chine, je me sens entraîné par une sorte de vertige, à m'enfoncer encore dans sa masse, à faire le tour de son énormité. Ainsi parle Auguste François, consul de France en Chine au début de ce siècle. Au bout de 20 ans, il quitte cet Extrême-Orient qui a comblé sa soif d'aventure, au point d'en faire, à son corps défendant, un héros national de la guerre des Boxers. Contrairement à la plupart de ses contemporains, Auguste François a su comprendre la langue, les coutumes, les traditions et l'art de vivre, ou parfois de survivre, de la Chine. Ce diplomate, pas comme les autres, en décalage avec l'esprit colonialiste de son époque, surnommé même le mandarin blanc par les Chinois, a rapporté de son périple des centaines de photographies et les premiers films tournés en Chine. Venu à la diplomatie par goût de l'aventure et par curiosité, le consul François porte sur le monde un regard ironique, mais profondément généreux, en rupture radicale avec ses origines bourgeoises et ses hautes études. Son sens aigu de l'observation, son humanisme et son humour apparaissent tout au long de ses mémoires et de ses notes de voyage. Ce goût de l'aventure qui lui vint, dit-il, après avoir vu l'opéra Salammbô, inspiré de l'héroïne de Flaubert, le conduira à demander un poste en Asie. En 1886-87, Auguste François séjourne une première fois en Indochine. Il est membre de la mission dirigée par Paul Bert, et c'est là qu'il découvre la stupidité et la voracité de ceux qu'il appelle les Français d'exportation. Saigon est la capitale de la race taquerie française. On y trouve un lot de frères de la côte, de rebuts de famille, qui vient ici cacher ses tares morales et se donner les illusions de la grande vie sous un ciel tropical. Durant le voyage, Auguste François est chargé d'examiner les candidatures des futurs colons. Plus tard, il écrira d'ailleurs « Il en vint de plein bateau que nous dûmes évacuer plus tard, certains sortant même de prison. Nous fûmes amenés, en 1887, à réclamer les casiers judiciaires du personnel introduit par Paul Bert. Nous en trouvâmes beaucoup de suggestifs. Paul Bert emmenait toute sa famille, y compris sa bonne, et une doctoresse extravagante qui jouait, paraît-il, un rôle fort intime auprès de lui. Pour justifier sa présence, il avait imaginé qu'elle pourrait rendre la vue à la vieille impératrice d'Annam. 10 ans plus tard, en 1896, Auguste François s'installe comme consul à Longcheou, ville du sud de la Chine, non loin de la frontière avec le Tonkin. Les gens qui s'agitent devant moi sont les représentants d'une civilisation qui dure depuis plus de 5000 ans, mais fondée sur le dogme de l'immobilité. Il eût fallu à cette civilisation demeurer entourée de frontières impénétrables à l'Occident. J'assiste au commencement de sa fin. Avant même les reporters d'Albert Kahn, Auguste François a ouvert le cinéma à un exotisme proche des documentaires actuels. Ces images ont été filmées avec une caméra prêtée par les frères Lumière. Le consul les accompagne toujours d'un commentaire que l'on a retrouvé dans sa correspondance et son journal.
les saluts échangés avec moi, son Excellence passe comme une revue de ses subordonnés inclinés. Une suite interminable l'escorte. Porteurs d'emblèmes, hurleurs, sonneurs de gongs, satellites armés de lances, de tridents, de faucheux, tout un attirail terrifiant devant lequel les passants refluent jusque dans les boutiques, faisant place sous les coups de rotin libéralement distribués par les sbires mandarinos. Comme il ne disposait pas d'électricité pour projeter ses films, il les visionnait grâce à cette étrange machine, une Kinora Kassler-Lumière, où les images, tirées sur papier, étaient collées une à une et défilaient devant une petite fenêtre. Ah, que Zola aurait une belle symphonie à écrire, sur ce composé formidablement compliqué des odeurs. L'odeur qui se dégage de ses cuirs, tannés par la crasse et les boues du chemin, la buée qui s'échappe de ses guenilles mouillées par la pluie de la route, et la fumée lourde et écœurante de l'opium, se mêlant à celle plus âcre du tabac. Et la fumée, plus asphyxiante encore, des herbes que l'on brûle pour la cuisine. Et le fumet d'un poisson séché, porté des journées entières à la ceinture sous le soleil. Et l'exhalaison fade d'un œuf de conserve, extrait tout verdâtre de son enveloppe de chaux. Et la graisse de cochon, brûlée dans un poêlon de fonte. J'ai compté 9 plats de porc, sans compter différents jambons, dont une sorte servie avec un jus au sucre. Les rôtis succèdent aux chairs presque crues, ou bouillies, ou nageant dans des flots de jus ou de potage, ou même calcinés, comme la peau de cochon de lait. Un des grands mets, servi brisante, entourée de toute son épaisseur de graisse qu'on enveloppe soi-même d'une pâte spéciale, en la frottant d'ail, et dans laquelle on me ramène. Maintenant, passons au personnel de mes cuisines. J'ai un chef cuisinier amené du Tonkin, un boulanger-pâtissier, chacun d'eux est flanqué d'un gars de sauce et coulis de cuisine. J'ai en outre un jeune drôle d'une douzaine d'années que j'ai recueilli sur une pirogue du fleuve Rouge. Il émouche les chevaux, épuce les chiens, soigne les chats, grimpe dans les arbres, court sur les toits, casse la vaisselle. J'ai ensuite un veilleur de nuit. Pour montrer son zèle, c'est généralement sous mes fenêtres qu'il exécute son tintamarre. Ensuite, cela avertit le voleur de la marche de mon veilleur. En Chine, ils préviennent les filous, et ils y réussissent toujours. En 1899, Auguste François est nommé plus au nord, à Yunnan-Fu, où il se rend avec armes, bagages, escortes, personnel et animaux. Ronchon est la sagesse même. Il excelle à plumer la volaille. Il n'aime pas être distrait lorsqu'il s'absorbe dans cette occupation, mais dans tous les autres moments, il est de commerce aimable et joue convenablement avec ma meute. Un jour, les Chinois qui m'accompagnaient à la chasse prirent un petit singe qu'on ramena à la maison. On le baptisa Onésime Bouzou. Et au bout de peu de temps, il acceptait les bananes et les mandarines qu'on lui donnait. Et il ne tirait plus sur sa corde en criant comme on s'approchait de lui. Il se laissa même caresser. On pensait qu'il l'était apprivoisé. Mais quand on lui retira sa corde, il se réfugia dans la cheminée. On alluma un feu de paille, ce qui le fit éternuer. Quand on le retira, ne bougeant plus et presque asphyxié, on crut que c'était un morceau de charbon. Il revint simplement à la vie
et on le lava et le brossa, et jamais plus il ne tenta de fuir. Quelques plaisanteries mises à part, bien dans le goût des cinéastes amateurs des premiers temps, Auguste François s'applique également à filmer les compatriotes qu'il croise dans ce bout du monde, ce Yunnan, qui signifie en chinois le sud des nuages. Le père Bailly avait dû entrer au séminaire comme il serait entré dans l'épicerie. Probablement fut-il jugé avec son esprit lourd bon pour l'exportation. C'était un missionnaire de tout repos. Partout où il se trouvait, il se contentait d'y vivre. Et il pouvait vivre n'importe où, pourvu qu'il n'y fît rien. Auguste François filme comme des croquis les petits métiers qui tiennent boutique dans la rue au grand jour, comme ces coiffeurs cureurs d'oreilles professionnels dont la dextérité fait la réputation. Auguste François bénéficie d'un passeport impérial et voyage en chaise à porteur fermé comme un mandarin, ce qui n'est pas toujours du goût des autochtones. J'avance dans un concert d'injures. Des faces furieuses se tournent vers moi. On me crie « Tcha tcha, yang kwai lao, à mort, le diable étranger !» Ma chaise est couverte de crachats. Il me semble être quelque nouveau Gulliver égaré dans un monde fantastique. En dépit de l'hostilité de la population, Auguste François pose sur la Chine un autre œil que les chantres de la colonisation. Lui ne se considère pas en civilisateur. Chez lui, l'admiration l'emporte sur le mépris, au point qu'on l'accusera d'être enchinoisé. Sa vision de la vie locale nous paraît tout à fait contemporaine. Ces gens-là, après avoir découvert les éléments de leur civilisation, n'ont pas jugé à propos de pousser leur découverte au-delà des choses indispensables et de tout détraquer en compliquant tout. Ils n'ont pas poussé l'industrie au point de bouleverser un ordre social établi sur des idées de famille. Ils n'ont pas demandé aux sciences la solution aux problèmes qui leur ont paru inutiles. Ils se sont tenus à quelques arts aimables. Ils se sont fixés comme but une existence paisible, en lui sacrifiant le grandiose, en ouvrant seul tout au large le champ de la poésie. Le premier contact avec les Chinois n'est cependant pas évident. Nous sommes arrivés ici précédés d'une réputation extraordinaire que nous nous sommes acquises. La foule avait eu la velléité de se mal conduire envers nous et j'y avais mis bon ordre. J'avais fait mine de coucher en joue le premier insulteur que j'ai pu saisir et j'ai fait savoir que pour chaque pierre lancée, même à mon chien, je riposterais immédiatement. J'appuyais cette déclaration en décrochant un oiseau au vol et du coup, j'étais un diable avec lequel il ne fallait pas plaisanter. Dès lors, nous avons été tellement tranquilles que je pouvais dresser mes appareils photographiques dans tous les coins, au milieu des foules, qui se rangeaient au simple signe de la main. On m'a amené des malades. J'ai sauvé avec une forte dose d'émétique une femme empoisonnée par une absorption d'opium. On a crié au miracle et le bruit s'est répandu que j'avais ressuscité une femme morte, guéri un aveugle et fait parler un muet. Depuis ce moment, la renommée nous précède. Les pères, les mères nous conduisent leurs enfants. Les chasseurs de poux ont fort à faire. L'opération terminée, selon la coutume, ils présentent poux et puces aux clients, seuls maîtres en effet du sang que les petites bêtes ont indûment absorbé. Si ces gens-là ne répugnaient pas autant à nos idées de propreté, par les apparences repoussantes, on souhaiterait presque à son pays d'être une Chine nettoyée, luisante, fleurie, au détriment de nos géniales conceptions qui n'augmentent pas d'un seul degré la somme de bonheur des individus.
Auguste François se retrouve projeté en pleine cour des miracles. Au dernier degré de la pauvreté, les plus démunis sont pris en charge par les autres. Mais ne mendie pas qui veut. Pour réussir en ce domaine, mieux vaut exhiber les symptômes d'une horrible maladie, une infirmité évidente, une malformation spectaculaire, voire une mutilation choisie. Chaque riche maison a ses mendiants attitrés. La demeure du consul est très fréquentée. Pour un bol de soupe de M. Chang, le cuisinier, on vient volontiers saluer la caméra d'Auguste François. La Chine se soutient de même chez ses morts et chez ses vivants. Il n'existe nulle différence entre les tombes des siècles lointains et celles d'aujourd'hui. Une forme, des coutumes immuables, comme les gens que j'ai sous les yeux me représentent sans modification, les sociétés qui vivaient là dans une antiquité qui donne le vertige. Je suis devenu bienfaiteur des pagodes. Dans plusieurs, sur le tableau des donateurs affiché dans ce qui pourrait être la sacristie, mon nom se lit, en beaux caractères, parmi les plus généreux fidèles. Moyennant une obole destinée à ces Bouddhas, le bonze du lieu me donne l'hospitalité. Lorsque je suis fatigué de ma détention dans les murs de la capitale puante, je place sur un cheval de bas ma literie de campagne et je gravis les raidillons qui conduisent à l'un de ces monastères. Les Chinois ont existé, ils existent toujours. On est donc amené à penser que le système qui les a fait vivre et qui s'est soutenu si longtemps, procédait d'une idée juste et avait sa valeur. Auguste François n'a pas limité sa curiosité à Yunnan-Fu. Il parcourt les environs de cette préfecture sur un engin appelé un bel avenir en Chine, la bicyclette. En 1896, j'étais envoyé en Chine au Guangxi et je rejoignis Langzhou en faisant 4 mois l'exploration du Xijiang. À partir de ce moment, ce fut la course échevelée. Je rentrais au Tonkin après un nouveau voyage sur les fleuves, je repartais aussitôt pour recommencer vers le nord, et en 14 mois, je parvenais au Yunnan. Ces longs voyages, qui tiennent parfois de l'épopée, sont en fait destinés à établir des relevés topographiques précis dans des buts militaires et d'espionnage plus ou moins avoués. Que je vous fasse les honneurs de ma jonque. Imaginez une boîte un peu longue dans laquelle je me tiens tout juste debout. Mon salon à 4,50 m sur 3,35 m
et 1,90 m de hauteur dans le milieu. Il est à vitraux découpés et a naturellement vue sur la rivière. Il manque bien quelques vitres aux fenêtres, mais c'est sans importance. Sur les étagères, vous pourriez voir 3 chronomètres, un baromètre, 4 thermomètres, 5 boussoles, une alidade, des jumelles. Nous avons dans les 150 bouquins chinois, anglais, allemands et même français, toute la bibliothèque du voyageur en Chine, depuis l'art d'empailler les oiseaux jusqu'aux publications du Bureau des longitudes. Dans le Guangdong et le Guangxi, Auguste François est placé sous la protection du vice-roi, gouverneur des 2 Guang. Sur le fleuve, sa jonque est escortée jusqu'à Wucheufu par un vapeur gouvernemental, et le secrétaire du maréchal Soult, M. Li, lui a conseillé de prendre certaines précautions. Faites bonne garde de vous-même, obligez le patron de votre jonque à bien tenir le milieu du fleuve, et défiez-vous des tout petits sampans couverts d'une paillote et qui marchent vite. Ne laissez pas ces petits bateaux venir à portée. Ces embarcations se lancent en descendant le courant de manière à raser la jonque qu'elles visent et s'attachent à elle avec des gaffes, en même temps que par une décharge qui met en déroute l'équipage de la jonque. Tirez dessus! J'ai remonté le Sikiang, qui s'entortille comme un serpent aux jambes de mes 20 coulis, tirant ma jonque au bout d'une ficelle de bambou de 400 mètres de long, et obligé de faire souvent des acrobaties qui déconcerteraient les alpinistes. J'ai passé, à mon grand regret sans presque de difficulté, les grands rapides de Fupuo grâce à une crue de 12 à 13 mètres en moins de 24 heures. Il est vrai que nous avions été immobilisés près d'une semaine en plein champ par les pluies diluviennes. Le courant était de foudre et la terre s'éboulait sous les pieds de mon équipe. Dans le Qingchang, entre les branches du haut Yangtze, il rencontre un peuple indépendant, celui des Lolo, des os noirs, qui accrochés aux montagnes résistent farouchement et depuis des siècles aux Chinois. Ces images sont la seule trace que nous en ayons encore. Les Lolo ne paraissent pas hostiles aux Européens. Ils n'ont de haine véritable que pour les Chinois, mais elle est féroce. C'est pour eux œuvre pie que de massacrer les Célestes, et les meurtres qu'ils peuvent commettre sur eux leur seront comptés dans la vie future. Ils manifestent même de la sympathie aux missionnaires catholiques et viennent aisément dans les missions. Ils se rangeraient assez volontiers parmi les catholiques, sans d'ailleurs chercher à rien comprendre à la doctrine chrétienne et sans renoncer à leur existence de pillards. Pendant son voyage vers le Tibet, Auguste François assiste à une puissante révolte. Les Lolo ravagent tout le Qingchang, mais laissent passer le consul français qui a eu la bonne idée d'écarter les Chinois des Lolo regroupés devant son appareil photographique. Ils prennent cela comme un signe en leur faveur. La répression de la révolte des Lolo est féroce. Les commanditaires de ce massacre sont les mandarins. Ce sont de hauts fonctionnaires, des militaires, tantôt préfets, tantôt officiers, lettrés et notables provinciaux. Ils se sont très vite adaptés à la situation nouvelle créée par l'irruption des Occidentaux. Tout en paraissant céder,
Ils ont tissé un maillage qui ligote les barbares, comme ils disent, et limite leur influence. Le meilleur ami en Chine du consul François est un mandarin, le maréchal Su, un ancien déserteur analphabète devenu chef des armées de la région du Yunnan. Il porte désormais le titre envié de précepteur honoraire de l'héritier présomptif. Il était grand seigneur et parfait soudard. Il donnait des festins pantagruéliques et, seul chez lui, il vivait de riz et d'herbe. Il conduisait la conversation sur tous les sujets, même les plus égrillards, et ne manquait jamais de faire apporter un jeu de dés. Le cornet passait de main en main, Su relevait les poings et désignait un convive qui devait vider son verre. On avait seulement la faculté de choisir entre l'alcool de riz, aromatisé aux queues de lézard, et le champagne made in Germany. Dans la fonction judiciaire, les mandarins ont tout pouvoir, sauf à l'encontre des fonctionnaires. Ils décident et veillent à l'exécution des sentences. Un condamné à la bastonnade se doit de remercier le juge du soin mis à sa correction. Il n'en sera pas quitte pour autant car il est contraint de porter encore une chaîne de fer. Mais cela vaut mieux que le supplice de la cangue qui ne permet pas même de manger sans aide. Au début du XXe siècle, en Indochine, les fonctionnaires français se transforment en dealers. La vente de l'opium devient un monopole d'État, comme le tabac en France. Fumer l'opium est là-bas un acte citoyen. En Chine, les Anglais, soutenus par les Français, activent leur infiltration en encourageant les Chinois à se droguer. L'opium vendu par les Anglais est interdit par les autorités chinoises, mais l'Angleterre envoie ses canonnières pour l'imposer. C'est la guerre de l'opium, à l'issue de laquelle la Chine est contrainte d'ouvrir ses ports et ses fleuves aux étrangers. En 1900, une vague de xénophobie déferle sur la Chine. Sur les Dazibao, qui existaient bien avant la révolution culturelle, la haine s'affiche d'une façon directe. Les étrangers sont vus soit comme des chèvres, soit comme des porcs. Certainement, un orage chauffe. Cette fois, c'est de Pékin que me sont venus les avertissements alarmants. Les troubles gagnaient jusqu'à l'intérieur de la capitale. Ils prévoyaient la rupture dans ses communications. C'est la révolte générale, semble-t-il. Les nouvelles ne me parviennent encore ici que sous forme de vagues rumeurs, mais lorsque l'on saura positivement que le gouvernement est sans autorité, qu'il se montre impuissant à protéger les légations, ou qu'il est peut-être même complice, nous n'aurons plus rien à attendre des mandarins. Ces insurgés, à l'origine membres de sociétés secrètes, sont plus connus sous le nom de boxers. À Pékin, ils enferment les Européens dans le quartier des ambassades pour un siège de 55 jours. L'impératrice douairière, Tsui, a encouragé les émeutiers avant de les condamner. Les boxers ont assassiné l'ambassadeur d'Allemagne et chaque jour, ils bombardent les diables d'étrangers au nez pointu. Depuis la côte, une colonne internationale de secours se dirige vers Pékin, commandée, entre autres, par le général français Voiron. Au Yunnan, où se trouve le consul, à 2000 km de Pékin, les révoltés sont tout aussi menaçants.
Les Européens se sont réfugiés à Yunnan-Phu, le chef-lieu de la province, où la situation est presque désespérée. De son côté, Auguste François n'est pas dupe des encouragements à résister très médiatisés que lui fait parvenir Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine depuis 1897, et dont l'obsession est d'envahir la Chine du Sud et de construire un chemin de fer. La conquête de l'Indochine ne sera complète, n'aura sa signification qu'après y avoir rattaché tous les rochers de la Chine du Sud, répète-t-il souvent. Doumer espère que le consul François finira en martyr, lui fournissant ainsi un excellent prétexte à l'invasion de la Chine. Des placards couvrirent la ville, invitant les patriotes à nous massacrer, en commençant d'abord par les missionnaires catholiques et les chrétiens. De ces placards furent apposés sur ma propre porte. Auguste François, qui se sait surveiller, emploie l'espagnol pour communiquer. 14 juin 1900. Notre sortie vers le Tonkin a été empêchée par la force. Nous sommes comme prisonniers à Yunnan-Phu. De tous côtés, des massacres d'Européens sont annoncés. Et les patriotes yunanais s'invitent à entrer dans le mouvement et à ne pas se montrer inférieurs à ceux des autres provinces. Les événements se précipitent. La foule se rue sur les missions et pille complètement l'évêché, n'osant rien tenter contre nous. Vrai, à ce moment, la scène est émouvante. Une lueur immense embrase toute la ville. Ses contours se dessinent crûment sur ce fond de fusées d'étincelles qui montent en gerbe. Un bourdonnement étrange se prolonge jusque dans les lointains. À nos portes, des rugissements, des cris suraigus. Sur nos murs, les silhouettes bizarres des soldats chinois, avec leurs tridents, leurs lances et tout l'antique armement. Et dans notre trou, éclairé par l'incendie, 21 Français, dans les costumes les plus divers, chacun l'arme à la main, baïonnette au canon, prêt à faire feu dans la direction prévue. Mes compagnons commencent à marquer quelque impatience. Je ne puis pourtant leur dire que l'on négocie avec les mandarins la tête de certains d'entre nous. C'est là le fond du débat engagé, en termes charmants d'ailleurs. Officiellement, l'armée chinoise est chargée de la sécurité des étrangers. Mais pratiquement, elle laisse faire les émeutiers. Elle craint une intervention française venue du Tonkin et veut juste empêcher de lui fournir un prétexte en étant débordée. À Paris, la révolte des Boxers, qui fait la une des journaux, est éclipsée par le tourbillon des fêtes de l'Exposition universelle. La gauche républicaine gouverne, tandis que la droite nationaliste rêve de reprendre le pouvoir à la faveur d'un incident de politique étrangère. En refusant de se laisser massacrer par les révoltés chinois, Auguste François devient un gêneur pour le lobby colonial. Heureusement, il est soutenu par Théophile Delcassé, le ministre des Affaires étrangères. Delcassé demande à l'ambassadeur de Chine à Paris d'intervenir auprès du vice-roi du Yunnan afin qu'il protège le départ des Français. Enfin, je suis informé par un mandarin que le vice-roi a donné l'ordre de tirer sur la foule. Il était temps. Une rumeur immense nous indique qu'on marche sur nous. J'ai donné comme instruction de laisser tout d'abord agir les soldats chinois et de n'intervenir que lorsque nos personnes seront menacées. Si nous avons le dessous, je me ferai sauter moi-même la tête pour ne pas tomber aux mains de ces sauvages. Tout en résistant vaillamment, le consul s'est préparé secrètement au départ. Notre colonne est organisée militairement. Elle comprend 47 fusils. J'exige que chacun porte 200 cartouches, 100 piastres en argent et un paquet de pharmacie. Nous nous mettrons en route à 4 heures du matin, alors que la populace cuve encore son opium. Je sens qu'il est grand temps de nous éloigner. Le 24 juin 1900, retenant sous la menace de son arme le chef de son escorte chinoise, Auguste François quitte Yunnan-Phu par la porte de l'Est et, contournant les vieilles murailles de la ville, prend la route du Sud. Le petit jour commençait à peine à poindre lorsque nous quittâmes notre demeure. On entrevoyait les gardes, formant la haie dans les rues adjacentes, et je suivais leur chef, ne le perdant pas de l'œil, la carabine prête. Nous nous enfonçâmes ainsi dans les ruelles noires,
longeant la double file des maisons basses, hermétiquement closes, plongées dans un silence absolu. Je me sentis déjà plus à l'aise en débouchant de la voûte noire, de l'autre côté de la muraille. Là, au moins, nous avions l'espace devant nous. Et nous n'avions plus à redouter d'être assaillis dans ces coupes-gorges des ruelles chinoises, où l'on ne passe qu'en file indienne, pour venir aboutir à une porte de forteresse que l'on eût fermée devant nous. À quelque distance du faubourg, nous fîmes halte pour resserrer la colonne. Les quelques chaises, qui s'étaient un instant séparées par l'erreur des porteurs, ralliaient, et aucun de nos serviteurs indigènes ne manquait à l'appel. Pendant que nous marchions au travers de l'interminable plaine des tombeaux, un loup, qui circulait entre les innombrables buttes de cette nécropole, vint traverser notre route. Il s'arrêta même sur le bord de la piste et semblait si peu effrayé par notre défilé qu'il se laissa rendre par mes chiens les ordinaires politesses que l'on se rend entre chiens bien élevés. Au départ, le consul avait décidé que le convoi éviterait les villes et les gros bourgs, mais l'importance de l'escorte chinoise l'oblige à faire étape dans les plus grandes cités pour y trouver la nourriture suffisante à l'alimentation de 400 personnes. Sur la route de Mongtseu, comme un long serpent, notre colonne pittoresque s'allonge. Panachée de soldats chinois chargés d'ustensiles les plus divers, embarrassés de leurs immenses étendards, de tonkinois aux chignons surmontés de chapeaux coniques et vêtus de vêtements hors service abandonnés par leurs maîtres, d'Européens en béret, en sombrero, en casque, en veston de velours, de flanelle ou de cotonnade, armés jusqu'aux dents, quelques-uns portant leurs cartouches en sautoir. Le temps s'est maintenu au sec, heureusement. Chacun des jeunes en marchant à son heure, au hasard de son appétit. Mais chaque jour, le menu se fait plus maigre et le gîte moins confortable à mesure que l'on approche de la frontière. Les dispositions de la population sont moins bonnes également, à mesure que l'on avance. En plusieurs points, on sent qu'elle deviendrait aisément agressive. Mais le fusil que nous avons tous à l'épaule calme instantanément les esprits. À Mongtseu même, les forces qui avaient bien certainement une autre destination que celle de notre protection nous attendaient. On voulait bien évidemment nous prouver que le passage de la frontière par les troupes de l'Indochine ne serait pas sans résistance. Nous défilâmes sur plusieurs kilomètres, devant une haie de soldats rangés en bordure de l'étroit chemin. Il y avait là près de 2000 hommes. Un immense étendard marquait chaque escouade de 10 hommes. Vraiment, ce spectacle était bien curieux, avec cette multitude de bannières éclatantes flottant au vent et ce cordon de Kazakhs aux bordures multicolores. La route fut particulièrement dure dans la dernière partie du parcours, où l'on gravit péniblement dans les gorges étranglées et sinueuses pour franchir à plus de 2000 mètres le col de Paitatsi. Là, nous croisâmes des bandes de pirates cantonais qui ont longtemps fait le coup de feu contre nos soldats et qui gardaient les seuls passages menant à ces crêtes inaccessibles, menaçantes pour notre Tonkin. Si j'eusse fait appel aux troupes de l'Indochine, une expédition difficile et sanglante eût été nécessaire pour venir à notre aide et vaincre les résistances des 4 ou 5 000 hommes embusqués dans ces coupes-gorges. Au sommet du col, je laisse derrière moi le Yunnan, quelque chose comme des Pyrénées, qui couvriraient toute la France, des Pyrénées qui ne connaîtraient pas les neiges. Avec quelques petites plaines, bassins lacustres dont la plus faible altitude est de 1500 mètres. J'ai ramené au Tonkin tous les Français de Yunnan Phu. J'ai réussi à éviter tout conflit armé. Je me suis efforcé de réserver au gouvernement toute sa liberté d'action, dans le sens qu'il préférera. Au Tonkin, le consul François se rend compte qu'il vient d'échapper à un piège. Le gouverneur général Paul Doumer a tout fait pour que les Français ne quittent pas la Chine. Et en même temps, il n'a rien préparé de ce qu'il a promis. Ni un homme, ni un cheval, ni vivres, ni munitions. Indigné, Auguste François rédige un rapport en 10 points qui fait le procès de Doumer. Il l'adresse à Paris, au ministère.
Il m'a télégraphié qu'il était prêt et que l'arrivée des troupes sera prompte. Or, le 7 juillet, je n'ai trouvé à la frontière qu'un sergent européen commandant 55 tirailleurs tonkinois. À Laokai, il n'y avait pas 150 légionnaires valides. Le général Bornis Desbordes avait déclaré qu'il ne s'aventurerait pas au Yunnan avec moins de 17 bataillons venus de France. Et le colonel de Bellier, qui commandait les troupes au Tonkin, taxait de folie l'idée de tenter le passage avec seulement 3 compagnies. De retour au Yunnan, Auguste François reprend son rôle de consul. Il participe aussi, sans zèle aucun, à la préparation d'une convention minière au bénéfice d'un syndicat franco-britannique qui voit des mines d'or, d'argent, de charbon, de fer, de platine, de nickel, d'étain, ainsi que des gisements de pétrole, de pierres précieuses et de cinabre à peu près partout. Le problème est que ces richesses sont parfaitement illusoires et que le Yunnan est tout sauf une terre promise. De potentialité véritable, outre le cuivre, le Yunnan n'en possède réellement que 2, l'étain et l'opium. Auguste François finit par céder à la demande de Paul Doumer. Il entreprend l'étude pour la construction d'un chemin de fer entre le Yunnan et le Tonkin. Depuis 31 jours, je roule par mes rochers chinois, en compagnie d'un délégué impérial. À la recherche du tracé de notre fameux chemin de fer, afin de remettre aux ingénieurs le terrain sur lequel ils doivent placer les rails. Ce terrain se trouve le plus souvent au fond des crevasses et de gorges où, pour le moment, on ne parvient que descendu au bout des cordes. Le tracé a été choisi par Auguste François. Mais le consul se demande à quoi cela va bien pouvoir servir. Il n'y a pas de mine, rien à exploiter. Délicieux chemin de fer. Il n'est pas possible de se moquer plus agréablement du monde en soutirant aux bons contribuables 100 millions pour la construction d'une pareille voie ferrée. C'est ça, la pénétration de la France au dehors. Le groupement par 2, 10 ou 12 des huttes rencontrées et de 3 sous-préfectures ne représente pas 40 000 individus en situation de voir passer la locomotive. Et quels habitants! C'est parmi eux, cependant, que les négriers de la compagnie, l'expression est du consul, recrutent ce bétail humain destiné à fumer les rochers du Namti. Les gens des villages voisins de la voie y travaillent lorsqu'ils ne sont pas dans leur rizière. On a essayé aussi des coulis, mais ils abandonnent le travail au bout de peu de temps, n'étant pas payés régulièrement ou étant volés par les interprètes et les surveillants. Quel chemin pour ces pauvres bêtes! Autant dire que je leur fais faire 4 ou 5 fois par jour l'ascension de la tour Eiffel sur un mur éboulé. La réalisation de la voie aura mobilisé 50 000 ouvriers chinois. Elle aura coûté des centaines de vies humaines et 170 millions de francs or, dont 30 millions de dépassements. Du pays traversé, la région de la Namti, le fils de l'un des successeurs d'Auguste François à Yunnan-Fou, Lucien Bodard, écrira « Le règne de la Camarde y était si absolu que jadis aucun homme, fût-il un brigand, ne se risquait en ces parages, aucun fauve non plus. » La réalisation des projets de Doumer, cet ambitieux imbécile, comme ne cesse de le redire Auguste François, contribue à maintenir une dangereuse agitation xénophobe dans toute la région. En 1903, c'est le soulèvement. Cette fois, les insurgés s'en prennent aussi aux mandarins qu'ils accusent de collusion avec les diables étrangers.
une nouvelle fois, à Yunnan-Phu, c'est le siège. Il va durer 2 mois, de mai à juillet. Nous formions dans mon enclos un village de Grecs, Turcs, Suisses, Belges, Polonais, Portugais, Serbes, Italiens et même quelques Français. Ce ne sont pas ces derniers qui m'ont apporté le plus d'agrément. On jouait de l'accordéon et de l'ocarina, après avoir mangé du macaroni. Ce sont là des signes infaillibles pour constater qu'il se construit un chemin de fer. Pour venir à bout de la révolte, le gouvernement de la province a usé des vieux moyens chinois. Certains chefs ont été achetés, d'autres livrés par trahison. Le principal meneur a accepté grade et décoration. À peine rendu au camp des mandarins, il a été saisi et découpé en morceaux. Après la frousse intense qu'ils ont eue, ils coupent des têtes. Il en arrive chaque jour. On les cloue sur les fortifications et l'entrée principale par la porte du sud prend un aspect macabre. Les chefs des chefs s'alignent, dégoûtant et puant abominablement. C'est une infection. Le consul François quitte la Chine en 1905. Rentré en France, Auguste François se marie avec Hélène de Malman et demande sa retraite. Il a 50 ans. Il se retire aux confins de l'Anjou et de la Bretagne, dans la propriété de Béligné, où il s'est construit une petite Chine. Il s'éteindra en 1935. Quant au chemin de fer du Yunnan, il ne sera inauguré qu'en 1910. Le représentant de l'empereur de Chine, le vice-roi de la province au sud des nuages, en parlera comme de la foudre, ouvrant l'horizon. Revanche de l'histoire. En 1954, la ligne de chemin de fer, tant souhaitée par les culottes de peau de la Belle Époque, sera la principale voie d'approvisionnement des troupes vietnamiennes du général Giap, vainqueur à Dien Bien Phu, des ultimes défenseurs de l'Indochine française.